Shem Hashem Lassenaster, Rev Shabbat Kodesh, Parashat Tetzavé. Alors, nous sommes dans la deuxième paracha des 4 parachiotes qui parlent de la construction du Mishkan dans sa globalité. À savoir, nous avons le parachat Teruma avec les matériaux qui sont nécessaires pour construire le Mishkan, avec toutes les ordres qui concernent les mesures des différents objets, des kelim du Mishkan. Le parachat Tetzavé, la deuxième paracha, qui traite essentiellement les vêtements des Kohanim, Kohen et Kohen Gadol, et ensuite dans Parashat Vayakel Pekoudé, où c'est répété à nouveau la réalisation et la construction du Mishkan, comme nous avons rappelé la semaine dernière, avec donc on a rappelé ça le Shabbat dernier, avec une introduction qui est la mitzvah du Shabbat, pour nous dire que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. On ne va pas se retourner à ce sujet-là, mais on va juste rappeler quelques questions dans le début de la paracha qui vont nous faire prendre conscience un petit peu sur quoi est fondée la construction de ce Mishkan, qui est une notion qui est entre les lignes, et on le voit pas, on n'a pas cette information qui est essentielle, et comprendre sur quoi, encore une fois, grâce à quoi, quel est le secret, on va dire, un des secrets du Mishkan qui nous a donné cette chance et ce mérite d'avoir une résidence d'Akadosh Baruch Hu parmi nous. Et on va commencer par des petites questions qui sont le début de la paracha, où c'est marqué Vata Tetzavet Ben Israël Veikru Elecha Shemen Zaitzar Katit Lamaor. C'est une question qui est déjà soulevée par le Ramban. Pourquoi il était nécessaire, précisément ici concernant l'huile qui était réservée à la menorah, comme le Shemen Lamar Katit Lamaor, donc c'est pour l'allumage, et Rachid nous précise bien sûr, c'est pour l'allumage et non pas pour les menachot, c'est déjà une question à part entière. Mais en tous les cas, la remarque du Ramban, c'est pourquoi il était nécessaire de dire Veikru Elecha, comme si Moshe Rabbeinu avait besoin, particulièrement concernant l'huile, de vérifier que l'huile était une huile qui était cachère, alors qu'a priori, il pourrait y avoir d'autres personnes qui sont capables de juger et de valider que c'est une huile cachère. Et pareil dans la suite, donc c'est déjà une première question. Et deuxième question, dans la suite aussi on retrouve Vata akre velecha et Aaron achicha vet banav, encore une fois approcher et donc désigner Aaron, et à nouveau c'est marqué akre velecha, approche vers toi, comme si que Moshe Rabbeinu ici est un personnage, bien sûr Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu, mais comme si qu'il était concerné directement par cette désignation de Aaron HaKohen, donc encore une fois l'huile et la désignation de Aaron HaKohen et ses enfants qui étaient directement liés à Moshe Rabbeinu. Alors juste pour rappeler cet enseignement qui est bien connu, par quel mérite Aaron HaKohen a été désigné à être le Kohen Gadol. Alors il y a deux enseignements de Chachamim à ce sujet-là. Le premier qui est le plus connu, lorsque Moshe Rabbeinu a été choisi par Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu lorsqu'il s'est révélé à lui dans le buisson ardent. Nous connaissons bien l'histoire où Moshe Rabbeinu pendant une semaine a eu un échange avec Akadosh Baruch Hu très particulier, et Moshe Rabbeinu ne voulait pas accepter d'être le sauveur des Bnei Israël, d'être le manig des Bnei Israël. Et pour écourter, c'est marqué dans le passouk à la fin, Shelach Nabiyat Tishlach. Au début, Moshe Rabbeinu a prétendu, non, je ne suis pas à la hauteur, je bégaye, Arel Sfataim, Moshe Rabbeinu avait été brûlé à la lèvre à son jeune âge. Et Akadosh Baruch Hu au début lui a dit, Misam Pela Adam, etc. Mais au final, Moshe Rabbeinu a dit, Shelach Nabiyat Tishlach, envoie avec quelqu'un d'autre. Et Bémet Moshe Rabbeinu, à qui il faisait allusion ici? Aaron HaKohen. Il a dit Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen pendant 80 ans, c'est lui qui était le Navi, c'est lui qui était le représentant, c'est lui qui révélait au Bnei Israël tout ce qui était le manig, donc le dirigeant des Bnei Israël. Et moi aujourd'hui, moi son jeune frère aujourd'hui, je vais être désigné à sa place, et quelque part, je vais être celui qui va empiéter dans son domaine. Moshe Rabbeinu a dit Shelach Nabiyat Tishlach, envoie avec celui où tu as eu l'habitude jusqu'à présent d'envoyer. Tu t'es révélé à Aaron HaKohen, Aaron était déjà Navi. Comme nous savons, Myriam Hanevia était Nevia déjà, même avant la naissance de Moshe Rabbeinu. Aaron HaKohen aussi, il était Navi. Et c'est lui, comme ça le Midrash dit, pendant 80 ans, qui était le Navi de Donc Moshe Rabbeinu, il avait cette gêne, il avait cette retenue. Il dit, je ne peux pas empiéter, je ne peux pas accepter cette offre qui est
qui est énorme, qui est un grand kavod, qui est une grande responsabilité bien sûr, mais parce que ça va empiéter sur la position de Aaron HaKohen. Et sur ça que je lui a dit, n'aie pas peur. Moshe, c'est marqué que je s'est même mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Il a dit Aaron HaKohen, n'aie pas peur. Aaron Levi, Vera Vesamach Belibo. Aaron HaKohen, n'aie pas peur. Il va pas mal prendre la chose, mais non seulement il va pas mal prendre la chose, mais il va être content. Et un chidouche que j'ai vu dernièrement, Vera Vesamach Belibo, c'est pas seulement qu'il va être content, il va dire je suis fier pour cette nouvelle nomination, etc. Mais Vera Vesamach Belibo, la Torah et Meïda, la Torah témoigne qu'il était intérieurement, il était content, il était fier, il était heureux pour Moshe Rabbeinu. Et le chidouche particulier, ça veut dire quoi? Veracha vesamar bilbo, c'est une simcha intérieure. C'est-à-dire que la simcha, elle est tellement importante, elle est tellement volumineuse, si on peut dire ça comme ça. C'est une simcha qui ne peut même pas s'exprimer sur des mots. Quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire Aaron HaKohen, quelque part, la plus grande simcha que la Torah peut témoigner à ce sujet-là, c'est que c'est une simcha intérieure qui ne s'exprime même pas. Et Bémet, c'est quelque chose qui est d'une dimension énorme, non seulement qui n'a pas jalousé son frère, non seulement qui n'a pas été affecté d'avoir celui qui est quelque part un petit peu, entre guillemets, déchu de cette situation. C'est ce que Moshe Rabbeinu a ressenti, que Aaron HaKohen, Chas v'Shalom, pourrait avoir ce ressenti, un petit peu cette déception d'être déchu et de céder sa place non seulement à son frère, mais c'est son jeune frère. Et la Torah dit, Aaron HaKohen, qui est de ce grand niveau, Veracha Vesamach Belbo, qui a cette simcha dans son cœur, cette simcha intense, encore une fois, c'est une simcha énorme, qui est tellement forte, tellement puissante, qu'il ne peut même pas s'exprimer sur des mots, alors il va mériter de porter le Urim Vetumim qui est sur son cœur, comme le passou qui dit, Vaya Alibo, Tamid Leratzon Lifnei Hashem, ça va être ce qui va qui va agréer le rappel des Bnei Israël constamment. Encore une fois, le Tamid, premier enseignement qui est bien connu, encore une fois, Aaron HaKohen a mérité d'être le Kohen, parce que justement, Veracha Vesamach Belbo, non seulement il n'a pas eu cette jalousie, mais il était heureux pour la désignation de son frère. Mais il y a un deuxième chidouche qui est moins connu. Et on va le dire un petit peu d'une manière comme ça, un petit peu agressive. Quel a été le mérite de Aaron HaKohen de devenir Kohen Gadol? C'est parce qu'il a réalisé le veau d'or. Et Bémet, quand on le dit comme ça, c'est un petit peu fort, mais c'est Aaron HaKohen, Shem Shamaim. C'est ce fameux chidouche qui est bien connu. Si je ne me trompe pas, l'origine de ce chidouche, c'est un Zohar HaKadosh qui nous dit comme ça. C'est marqué dans le pasouk, Vayar Aaron, Vaiven, Mizbeach Lefanav. Aaron a vu et il a immédiatement construit un Mizbeach. Qu'est-ce qu'il a vu? Vayar Aaron, Vaiven, Mizbeach. Mara, comme ça la Gemara nous dit. La Gemara nous dit dans Sanhedrin, Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Ra'achur Shezavoach Lefanav. Les Bnei Israël, malheureusement, quand ils ont voulu, assez Elohim Lefanenu, Asher Yelchou Lefanenu, etc., assez Elohim, Asher Yelchou Lefanenu, fait une idole pour qu'on soit dirigé par cette idole, avant de s'adresser à Aaron HaKohen, ils se sont adressés à qui? À Chour. C'est qui Chour? C'est le fils de Myriam, par Caleb. Donc c'est le neveu de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen a vu que Chour a déjà été tué. Ils se sont adressés à Chour, puisqu'on sait que Aaron Vechour, comme c'est marqué dans le parashat Mishpatim, Moshe Rabbeinu annonce au Bnei Israël, je vais monter au ciel pour recevoir les Luchot, et si vous avez un problème, il y a Aaron et Chour qui sont là, adressez-vous à eux. Et donc ils se sont adressés en premier à Chour, donc Chour qui est le neveu de Aaron HaKohen, qui a priori est bien plus jeune que lui. Et ensuite, Chour, bien sûr, s'est opposé. Ils l'ont immédiatement liquidé. Aaron HaKohen a vu que Chour a déjà été tué. Ça veut dire qu'il a analysé la situation. Et il a vu que si je viens m'opposer, forcément, ils vont me tuer. Et donc, Aaron HaKohen a dit, il y a le passage qui nous dit, Imi Hareg Migdash Shem Kohen Venavi. Si, Chas v'Shalom, les Bnei Israël vont tuer une personne qui est à la fois Kohen, Venavi, à la fois, il y aura plus de Mechila pour les Bnei Israël. Et comme nous savons, lors de la destruction du Beth Amikdash, il y avait le sang de Zecharia qui était en ébullition, et le tsar Veoyev, il a demandé c'est quoi ce sang-là. Ils ont tardé à lui répondre jusqu'à ce qu'il lui révèle qu'effectivement son sang ne va pas se calmer, parce que le pasteur a dit Imiari Midashem Kohen Venavi. Et à ce moment-là, il a dit au sang, Zecharia, calme-toi, parce que si tu ne t'arrêtes pas, je vais tous les tuer. Et Bémet, à ce moment-là, le sang s'est arrêté, et Bémet, il a fait tchouva, la suite de l'histoire qui ne nous concerne pas directement. Et donc Aaron HaKohen, il a fait ce calcul. Si je vais m'opposer, eh ben je vais
les Bnei Israël vont partir en galoute et il y aura plus de retour possible, puisqu'on est encore ok, même si c'est un petit peu difficile, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué a priori dans la Gemara. Donc, Velo avia lae leu takana leolam, c'est le mot de la Gemara, on n'invente pas. Aaron à Cohen s'est dit, je vais m'opposer, ils vont forcément me tuer. S'ils vont me tuer, le il est takana, mutav, les mots de la Gemara, mutav d'ilevdu lehegel, efshar aviou takana bitshuva. Il n'était pas certain, mais quelque part, c'est les mots, encore une fois, efshar, peut-être qu'ils mériteront un takana, un tikkun, une réparation avec la tchouva, malgré que c'est, encore une fois, la faute la plus grave peut-être, comme c'est marqué, alors qu'on était encore Tachat Choupa, on vient de recevoir la Torah. On est 40 jours après la plus grande révélation qui a existé dans l'histoire. La plus grande révélation, c'est le moment de Matan Torah, parce que nous savons, bien sûr qu'en Égypte, on a vu les miracles, on a vu les prodiges, on a vu des nissim qui sont extraordinaires, on a vu une révélation. On a vu au moment de la traversée de la mer Rouge des révélations extraordinaires, comme c'est marqué, Ra'ata Shifra Laya Mashelo Era Echeskel Ben Bouzi, à tel point qu'on a été capable de dire, Ze'eli Van Veu, c'est montré du doigt, comme c'est marqué, chacun a pu voir. Et qui est-ce qui a vu le plus? La manière la plus forte du Midrash dit, c'est les Ubarin chez Bemeiman. Tout le monde a dit, tout le monde a proclamé, Zeli Vanu Sakjouchou. Mais au moment de Matan Torah, c'était une révélation qui était encore plus importante, à tel point que certains Rishonim disent que le niveau de prophétie de tout le peuple israélien, des 600 000 Nefashot, ils étaient comparables. Encore une fois, on ne peut pas dire égal parce que personne n'a égalé le niveau de névoie de prophétie de Moshe Rabbeinu. Mais d'après certains, c'était tellement clair comme c'est marqué dans les psukim, Atem reitem kim shamem dibarti machem, lot asuiti Elohe kesev lo ezav. Vous avez vu, c'est-à-dire que vous avez vu le Midrash dit que il a ouvert tous les cieux, il a dit regardez, il n'y a pas de divinité, je vous cache rien. Et je répète toujours ce chidouche magnifique, le bon Dieu nous a donné la Torah et nous dit je vous cache rien. Je vous donne toute la Torah, vous êtes en mesure, bien sûr, il y a des règles à respecter, il y a une manière d'aborder la Torah, il y a des règles de comment la Torah est nidreshet, etc. Mais je vous ai tout donné, vous pouvez poser toutes les questions et comprendre chaque chose, à l'exception de certaines questions qu'il ne faut pas poser, comme on dit, comme c'est marqué dans Masechet Chagiga. Il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Et encore une fois, je me permets de proposer qu'a priori, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse à ces questions, mais c'est des questions, comme c'est marqué dans la Gemara, Kvod Elokim, Kvod Hashem, Kvod Elokim, Aster Davar, le passage qui dit c'est Mishum Kavod. T'as pas le droit de demander Malefani Maléachor. Il y a certaines questions que tu ne demandes pas parce que c'est le Kavod Hashem. C'est comme ça que je dis, tu peux tout demander, tout t'interroger, tout comprendre. Il y a un certain domaine qui est le Kavod Hashem, donc ne pose pas la question. Mais on vous a tout donné. Donc la plus grande révélation, c'est au moment de Matan Torah. Et malheureusement, 40 jours après, on a fait une erreur de compte et on a été jusqu'à réaliser la Vodazara. Aaron a dit, vaut mieux que ce soit moi, il y a deux Chidushim ici, vaut mieux faire la Vodazara pour ne pas qu'il y ait un meurtre qui soit sans retour. Et deuxièmement, plus que ça, c'est marqué, comme c'est marqué dans le Midrash, si je ne me trompe pas, le passouk qui dit, Avta Tzedek, excusez-moi, je reprends le passouk, Avta Tzedek, Vatisna Recha, comme ça le passouk qui dit dans Teilim, sur qui s'applique ce passouk-là, Avta Tzedek, Vatisna Recha, c'est Aaron Cohen qui a dit je préfère la justice, c'est-à-dire le strict deal. Ouais, mais tzedek c'est la tzedaka, c'est-à-dire gratifier, on va dire, les Bnei Israël, c'est-à-dire leur permettre, les mettre dans une situation où ils pourraient trouver une solution plutôt que qu'il y ait une richoute, plutôt que les Bnei Israël soient accusés et qu'il n'y ait pas de pardon. Il a dit Moutav chez Hitlé à Tzirachonbi, et je suis prêt à prendre et à supporter cette faute-là et elle soit en mon nom, mais au moins les Bnei Israël. Et sur ça, le Zohar Kadosh nous dit, ça veut dire quoi Moutav chez Hitlé à Tzirachonbi? Aaron Cohen à ce moment-là, il a été prêt à renoncer à son Olam Abba. Oui. Il a dit, je vais être le fauteur, je vais être le responsable, je vais être le condamné, je suis prêt à me condamner totalement, pas seulement physiquement, mais même spirituellement, et c'est ça, justement, c'est une introduction, une belle explication qu'on va dire tout à l'heure. Je me donne totalement spirituellement, je renonce à tout mon Olam Abba, mais pourvu que le Bnei Israël, ils ont une suite, ils ont une takana, ils ont une possibilité à la tchouva. Cette faute-là qui a été réalisée par Aaron Cohen, qui était une manière, encore une fois, un don de soi total, qui est jusqu'à renoncer à ce Olam Abba, c'est ça ce que Akshbaruch lui a dit. Comme c'est marqué, pourquoi Moshe Rabbeinu, il était nécessaire, Akshbaruch a dit à Moshe Rabbeinu, approche Aaron Cohen a dit, comment je peux être Cohen Gadol? Comment je peux être Cohen alors que j'ai la faute du Hegel qui a ma charge? Moshe Rabbeinu lui a dit au contraire, c'est
justement ça, cette faute-là, qui a été avec une bonne intention, qui va te donner le mérite de devenir Kohen Gadol. Donc Aaron à Cohen, il a deux mérites qui lui ont donné cette désignation d'être Kohen Gadol. Premièrement, Verachav et Samach Belibo. Deuxièmement, c'est celui qui a supporté, qui a été prêt à se sacrifier pour laisser la place au Bnei Israël, pour donner une chance à une takana au clan Israël. Ces deux caractères, on va dire, qui sont très proches l'un de l'autre, mais encore une fois, c'est deux dimensions, et la dimension, si on veut, Rachav Samar Belibo, qui est relationnelle par rapport à cette expression qui prouve non seulement qu'il ne jalouse pas son frère, mais en plus de ça, qu'il est content pour lui, encore une fois, une simcha extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il était prêt à renoncer à son Olam Haba pour que le clan Israël trouve une takana, trouve une tchouva à cette grave faute qui est le Chet Hegel. Et là, on va revenir à une mitzvah très particulière qu'on retrouve dans la paracha. C'est une remarque soulevée par le Shulé Pinchas, qui te pose la question, comment se fait-il que dans le Mikdash, dans les vêtements du Kohen Gadol, il y avait deux vêtements sur lesquels il y avait des pierres, et sur les pierres, sur ces deux vêtements-là, sur ces pierres, il y avait gravé les Shemot Bnei Israël. Il y avait le éphod qui était une forme de tablier avec des bretelles, et sur les bretelles, il y avait, au niveau des épaules, il y avait les pierres qui étaient le Avnei à éphod, Zikaron Bnei Israël. Et pareil, c'est les mots qui se rapprochent très très fortement entre ce que la Torah nous précise concernant le nom d'Ebné Israël qui est sur les épaules, les Zikaron, c'est un rappel d'Ebné Israël, et il y avait le Rochen qui était sur... C'est ça la question, pourquoi il y avait des pierres, c'est bien. On n'a pas posé la question encore. On n'a pas posé la question. La question est comment se fait-il qu'il fallait deux vêtements. Comment se fait-il qu'il fallait avoir deux vêtements sur lesquels il y a des pierres et sur les pierres il y a le nom d'Ebné Israël. Il y a ici sur les épaules, il y a sur le cœur. Pourquoi il y a besoin des deux? Et a priori, c'est un magav, ça c'est déjà pas rapporté dans le Shulé Pinchas, mais on peut remarquer qu'il y a plusieurs petites nuances et petites différences dans les psukim. D'abord, dans le nombre de pierres, puisque sur les épaules, il n'y avait que deux pierres, où il y avait Shisha Mishemotam, comme on dit dans la paracha, Ala Even Echad Veshimot Shisha Notarim, Ala Even Hashin Ketolo Dotam. Donc il y avait, alors Ketolo Dotam aussi, il faut le comprendre, parce qu'il y avait un ordre très particulier de quelle manière étaient alignés les noms des Bnei Israël. Et donc il y avait, c'était deux pierres, et deuxièmement, et par contre, pour le Rochen, il y avait 12 pierres. Donc chaque chevet, il avait une pierre. Donc déjà, c'est une question, c'est une interrogation. Mais première question, encore une fois, pourquoi il fallait que les noms des Bnei Israël soient écrits sur ces deux bégadim? Pourquoi ça ne suffit pas un? Deuxièmement, pourquoi cette différence? Là, il y avait 12 pierres, là, il n'y avait que 2 pierres. Troisièmement, il y a des différences, encore une fois, c'est marqué Lifine Hachem, c'est marqué Tamid. Donc il y a des mots qu'on retrouve dans le Rochen qu'on ne retrouve pas dans le Ephod. Dans le Rochen, quelque part, les pierres sont individuelles, c'est marqué Lifnei Hachem et c'est marqué Tamid, alors que ces trois choses-là sont différentes sur l'Ephod. Donc il y a trois questions ici qui sont posées, et avec cette introduction que nous venons de faire, alors on répond à cette question. Effectivement, Aaron à Cohen, il a été désigné Cohen parce qu'il a eu ces deux qualités. Premièrement, c'est son cœur. Verachav et Samar Belibo, cette simcha-là, ça va être c'est seulement une personne qui est complètement, on va dire, désintéressée et insensible à cette potentielle jalousie de son frère, qu'il aura la possibilité et la qualité de défendre chacun des Bnei Israël d'une manière individuelle. C'est pour ça que sur le cœur, il y a 12 pierres, et ça je me permets de rajouter, et c'est pour ça qu'il y avait 12 pierres, avec chacune des pierres à titre individuel, comme on retrouve la Gemara la Gemara nous raconte lorsque Hana a prié et Élie l'a soupçonné de femme qui avait bu. Comment se fait-il qu'il a soupçonné d'avoir bu? Parce que d'abord, elle a prié d'une manière qui était nouvelle, qui n'était pas connue, et c'est de Hana qu'on apprend plusieurs halachot, de quelle manière on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, Vekola le Ishamea, Rak Sefatea Naot, c'est marqué dans le pasuk, elle faisait seulement murmurer, donc on voyait seulement ses lèvres bouger, mais elle n'était pas entendue, donc Élie pensait, a priori, c'était la première fois qu'on voyait une personne prier de cette manière-là, et donc il a soupçonné d'avoir bu, et effectivement, les lettres qui ont apparu sur le Rochen, c'était les lettres Shin, Kaf, Resh, et donc il lui a pensé qu'elle était Shikora, qu'elle était sous. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit, Hana? Lo Adoni,
à ce sujet-là, tu n'es pas Adon, tu ne maîtrises pas la situation. Pourquoi? Parce que tu as mal interprété les lettres que tu as vues s'éclairer. Il y a différentes explications comment le Kohen comprenait le message à travers le Rochen, le Urim Vetumim. Mais il lui a dit, pourquoi finalement, c'est vrai, les lettres que tu as vues, elles sont justes, mais il y a deux manières Même d'être. le Cohen, il peut se tromper. Chazak ou Baruch, et c'est justement ce ridouche-là, ce grand ridouche. C'est exactement ce grand ridouche-là qu'on est en train de comprendre. Pour Hana dit à Eli, c'est vrai que tu as vu les lettres, mais tu les as mal lues. Pourquoi? Tu aurais pu les lire de deux autres manières. Tu as lu Shikora, c'est une possibilité. Il y a deux autres possibilités. La première qui est la plus connue, c'est Keshera. Keshera et Keshera. Il y a une deuxième explication que j'ai vue à Ridouche. Tu aurais pu lire Kesara. Sarah, je ressemble à Sarah Imenu, et quelque part c'est un ridouche magnifique, c'est-à-dire on sait bien que Sarah Imenu, la première des matriarches qui a prié bien sûr, qui a demandé à Kadosh Baruch Hu d'avoir une descendance avec Avraham Avinu, t'aurais pu me comparer, et je suis dans la même situation, je demande un enfant, de même que Sarah Imenu a demandé, a été la mère de Yitzhak Avinu, moi aussi je souhaite être la mère de... Qui c'est qui dit ça? De Shmuel, quelque part, peut-être, il y a un point de... Peut-être, pour la parenthèse, d'après ce ridouche-là, si, en allusion, en tout cas, d'après une des lectures possibles, c'était de lire Kessara, ça veut dire peut-être qu'elle est comparée à Sarah Imenu, et donc, par conséquence, peut-être que Shmuel Hanavi ressemble à Yitzhak Avinu. Il y a quelque chose à réfléchir dans ce sens-là, et on sait très bien que Yitzhak Avinu, il était Korban, et Shmuel aussi, quelque part, il était réservé, comme ça, Hana, il a dit, il va être réservé à Kadosh Baruch Hu, il va pas sortir. Donc peut-être il y a une dimension très proche l'une de l'autre, c'est à approfondir, il faut aller réfléchir dans ce sens-là. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'elle a reproché, quelque part, entre guillemets, Hana à Elia Cohen? Elle lui a dit, tu sais quoi, malheureusement, quelque part, à ce moment-là, t'as pas exprimé un jugement favorable, le côté positif. Et c'est exactement ce qu'on nous apprend ici. Parce que lui-même, il avait un problème avec ça. C'est après, effectivement. Il jugeait mal alors, et en plus de ça, il fallait... Cet enseignement-là que la Torah nous enseigne, ça veut dire quoi? Aaron, la Cohen, a mérité d'être le Cohen Gadol qui va porter le Rochen sur son lèvre. C'est parce que c'est seulement une personne qui a cette vue et cette appréciation et ce jugement positif envers autrui qui sera à la hauteur de comprendre et ne pas se tromper quand il y a un message qui pourra être lu comme celui-ci de différentes façons. Et ça, c'est la grande qualité de Aaron Cohen qu'il a dit. Qui est-ce qui est celui qui va rappeler positivement, comme les Zikaron le Zikaron des Israël, le rappel favorable, positif des Israël, c'est seulement celui qui a cette qualité de Verachav et Samar Beibo, qui est déjà un grand chidouche à part entière. Encore une fois, on peut s'allonger à ce sujet-là, c'est quelque chose de très très profond. Et juste pour donner un petit conseil, comme je dis, un petit conseil d'amis, une personne ne pourra être à la hauteur d'avoir un jugement positif et surtout ne pas jalouser une personne qui pourrait être perçue comme une personne qui lui prend sa place, à l'image de Aaron à Cohen, qui pourrait dire Moshe Rabbeinu, tu prends ma place. Et quelque part, une personne qui sent qu'on lui prend sa place, eh ben quelque part, c'est une atteinte à sa vie. Et Aaron à Cohen, non seulement qui n'a pas eu ce sentiment-là, mais en plus, il a été content pour Moshe Rabbeinu. Alors juste pour peut-être nous aider à aller dans cette direction-là, une personne jalouse d'une autre personne, seulement s'il pense qu'il occupe sa place. Encore une fois, on ne parle pas de la ta'ava, de la chemda, on ne parle pas d'une personne qui envie, mais on parle de la kin'a, on parle de la jalousie. La jalousie, c'est jalouser l'autre, c'est-à-dire jalouser la position de l'autre. Et jalouser la position de l'autre, c'est quelque part quand on pense que nous-mêmes, on peut remplir cette place, ou bien que l'autre prend notre place. Quand est-ce qu'un homme est amené à penser à faire cette erreur d'appréciation et de jugement envers l'autre? C'est seulement si une personne ne connaît pas sa propre place. Je donne un exemple simple à Mavdi Elfé Avdalot. Une personne qui sait qu'il excelle dans une équipe, que ce soit à l'armée ou que ce soit dans une équipe sportive, il sait qu'il excelle. On va donner un exemple simple. Bientôt c'est les Jeux Olympiques à Mavdi Elfé Avdalot. Quelqu'un qui sait qu'il excelle sur l'aile droite. Est-ce qu'il va la jalouser, celui qui excelle sur l'aile gauche?
non. Il connaît sa place, mais pour lui, il en a la certitude et il en a la conviction et il sait que sa place est la droite. Mais pourquoi il va choisir sur le gauche? Tout à fait, tout à fait. Donc, plus une personne qui est consciente et qui a ce ressenti, celui qui makiret mekomo, celui qui connaît sa place, c'est la plus grande règle et la plus grande, on va dire, la plus grande réponse à beaucoup de choses qui pourraient nous amener à avoir du chagrin et d'être rongé intérieurement. C'est makir et mekomo. Il faut se poser la question, se regarder en face du miroir et se poser la question: qui suis-je? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce qui est mon devoir? Chovato beolamo, comme il nous dit le Messilat Sharim, il commence par cette ma chovato beolamo. La question, c'est de poser: quel est mon devoir? Quel est mon domaine? Quel est mon fort? Quelles sont mes facilités? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande? Pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a mis dans un certain contexte, dans certaines communautés, certaines ambiances de famille, etc., c'est que probablement ma place est là et mon devoir est là, probablement. Et automatiquement, si je remplis un poste, mais pourquoi je vais jalouser un autre poste? Aaron à Cohen, malgré qu'il était navi, et là c'est encore un plus grand chidouche, encore une fois, c'est d'une dimension de malach, qui malach Hashem tzvakotu, comme ça le passage qui dit, qui sifte Cohen ishmerudat, Torah yvakshon qui malach Hashem tzvakot. Aaron à Cohen est une dimension d'un malach. Bien sûr, on sait que les tzadikim sont encore plus hauts que le malach. Mais à ce sujet-là, c'est-à-dire que physiquement, émotionnellement, mentalement, il avait aucun ressenti qui ressemble au ressenti humain. C'est une personne qui est complètement, entièrement convaincue, malgré son passé, malgré ses 80 années de service en faveur des Bnei Israël. Il était le Navi. Malgré tout, Moshe Rabbeinu vient, il est fier, il est content, il est heureux. Une personne comme celle-là, eh ben, ça va être la personne qui est à la hauteur de défendre les Bnei Israël, les Zikaron Tamid. Chacun sa place, chacun sa position, et c'est pour ça, il y a 12 pierres, chacun des Shvatim, chacun sa qualité, comme on sait bien. Yaakov Avinu a béni ses enfants, Moshe Rabbeinu a béni ses enfants, chacun chacun sa qualité, chacun sa position, et comme nous savons, c'est pareil, la notion des Dgalim, si l'un il est devant, l'autre il est à droite, l'autre il est à gauche, c'est que chacun a sa place, chacun justement est différent de l'autre, et c'est par notre différence qu'on pourra créer un ensemble, qu'on pourra former une entité, une équipe. C'est exactement ça, la première des qualités de Aaron Cohen, et pour cela, il faut justement, c'est ce qui lui a donné ce mérite de porter le nom des Bnei Israël, qui va être la défense des Bnei Israël, le jugement positif, le regard, le regard, comment on appelle ça, favorable, et voir en l'autre son potentiel. Ça, c'est Aaron Cohen. Deuxièmement, sur les épaules. C'est quoi sur les épaules? C'est justement ce que nous avons dit. Aaron Cohen était prêt à renoncer à son Olam Hazé, comme nous avons dit, et son Olam Haba. Il était prêt à une annulation totale, juste pour que les Bnei Israël restent un peuple. Akadosh Baruch Hu dit, tu as supporté les Bnei Israël, tu t'es annulé, et ben tu vas les porter sur toi. Mais plus que ça, on a demandé pourquoi sur les épaules, c'est seulement 2 avanim sur lesquels il y a tous les Bnei Israël, parce que au moment du Chet HaEgel, il y a eu justement ce piroud, il y a eu seulement cette dissociation, n'est-ce pas? Il y a eu cette séparation, puisque nous savons, le pasuk qui dit, les Ta'ava Yevakesh Nifrad, les Bnei Israël à ce moment-là n'ont pas été capables d'écouter la voix de Hur, et Aaron Cohen a jugé qu'ils n'auraient pas été capables. Aaron qui Ohev Shalom Verodev Shalom, il a vu en face de lui, si on peut parler comme ça, des démons qui sont pas capables d'entendre quoi que ce soit. Aaron Cohen qui Ohev Shalom Verodev Shalom, il dit, il n'y a pas de shalom à faire, c'est-à-dire qu'il a jugé qu'ils sont vraiment, ils sont complètement out, comme on dit, et donc il y avait il y avait pas d'oreille. Une personne, la notion du shalom, c'est seulement une personne qui est sensible et qui écoute, une personne qui est prête à écouter, une personne avec laquelle on peut échanger, qu'on peut dialoguer, qu'on peut s'expliquer. Alors il y a un shalom. Un shalom, c'est Aaron Cohen qui dit, j'ai plus les moyens de calmer les Bnei Israël, c'est que forcément, il y avait tout sauf le shalom. Il y avait tout sauf la volonté de faire un même peuple. Et on sait bien que c'est une poignée d'hommes par rapport aux 600 000 hommes qui étaient dans le désert. On sait qu'il y a 3 000 hommes qui sont morts seulement. C'est-à-dire c'est seulement 3 000 pour 600 000, n'est-ce pas? Ça fait 0,5%. C'est ça? 0,5%. Donc c'est une partie infime. Et cette partie infime a pu créer Pardon?
La La zizanie dans le clan d'Israël. Et Aaron Cohen, encore une fois, qui est le symbole du shalom, il a dit, j'ai pas les moyens de les stopper. Et si je vais venir commencer à leur parler, ils vont me tuer. Aaron Cohen qui s'est soumis pour justement le shalom des Béné Israël dans un moment où il n'y a pas de shalom, alors il aura deux pierres où tous les schémas de Béné Israël se trouvent sur les pierres. Seulement, bien sûr, il y a toujours l'aile droite et l'aile gauche sur lesquelles il y a tous les noms de Béné Israël, mais en réalité, quelque part, c'est comme si on disait que tous les schémas de Béné Israël étaient sur la même pierre. En tout cas, c'est pas chacun séparé, mais au contraire, ils sont tous liés, tous unis. Et c'est ça la deuxième dimension, la deuxième grandeur de Aaron Cohen, qui lui a donné ce mérite de porter à nouveau un autre endroit du corps, d'une autre manière, d'autres pierres, parce que ça révèle une autre dimension de Aaron Cohen, qui est de supporter les Béné Israël, même quand on n'est pas en mesure, encore une fois, de faire le shalom avec quelqu'un. Il dit, tu sais quoi? Je suis pas capable de favoriser le shalom, eh ben je m'annule totalement, je vais quelque part à ma vie et faire d'autres, comme si je vais dans ton sens. Je suis prêt à moi endosser la faute du Hegel pour ne pas que tu sois anéanti, pour ne pas que le Knesset soit anéanti. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le deuxième mérite de Aaron Cohen. Mais là, on va revenir aux questions que nous avons posées, en rappelant une question d'abord qui est intéressante. Comment se fait-il que la paracha démarre par l'huile qui était réservée à l'allumage? Quel rapport l'huile qui est réservée à l'allumage avec toutes les mitzvot qui poursuivent les commandements et les précisions des vêtements du Kohen? A priori, il n'y a pas de lien, mais essentiellement, on va revenir sur la question qui est pourquoi c'est précisé dans la Torah, Akrev Elecha. Quand il s'agissait de la désignation de Aaron Cohen, Akadosh Baruch Hu a dit Akrev Elecha vers toi. Et pareil pour lui, il fallait que ce soit Veikru Elecha, comme si Moshe Rabbeinu était ici concerné directement par ce poste, alors que lui, on sait bien, Moshe Rabbeinu, c'est le Navi, c'est le Meler, et Aaron Cohen, c'est le Cohen. A priori, c'est deux postes qui sont complètement indépendants et chacun sa place, comme nous venons de dire. La réponse à cette question, on va introduire par une discussion qui est dans la Gemara. Nous savons que la Gemara nous dit comme ça, Kol makom she'nemar Haron af, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, yesh bo roshem. Comme ça c'est premier avis de la Gemara. À chaque fois que Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère, même si quelque part on n'a pas l'impression de voir que la colère a été finalisée, on va dire, mais il reste une trace. La question est de savoir, est-ce qu'il y a une trace lorsque Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu a refusé les premiers temps d'être le sauveur des Béné Israël, c'est marqué la Vaïcha Hashem Bemoshe. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a une certaine trace de cette colère? Premier avis, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de trace sur cette colère-là. Et au contraire, Moshe Rabbeinu, c'est comme si c'était une colère, on va dire, une bonne colère, et c'est seulement une manière de dire à Moshe Rabbeinu, je sais ce que je te dis, c'est ta place, et sache que Aaron Cohen ne t'en voudra pas, t'as pas à renoncer, et c'est ce qui s'est passé ensuite. Ou bien non, il y a un deuxième avis dans la Gemara, effectivement, même à ce sujet-là, il y a quelque part une petite trace de colère. Et quelle est la trace de colère? C'est que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? Tu sais ce que j'avais prévu pour toi? Que tu sois le Meler, le Navi et le Kohen Gadol. Mais du fait que tu as renoncé tu as tardé, on va dire, ou tu as un petit peu, comment on appelle ça, refusé cette désignation, cette proposition immédiatement, et ben ça va être Aaron qui sera le Kohen, et toi tu seras seras pas le Kohen Gadol. Alors on sait bien que Moshe Rabbeinu était aussi Kohen Gadol, et la preuve en est que pendant les 7 premiers jours d'inauguration, c'est Moshe Rabbeinu qui a servi au Mishkan, donc il est aussi Kohen Gadol. Mais le Kohen Gadol, c'est Aaron Cohen, et Moshe Rabbeinu n'est seulement le Melech, le Navi, et pas le Kohen Gadol. Et là, quelque part, donc c'est cette fameuse trace de Haron, de colère d'Akadosh Baruch Hu, qui a eu une conséquence sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a été déchu quelque part. Et là, on retrouve le passou qui nous dit Kashemen Atov Yored al Zakan, Zekan Aaron Shel Piyutav. N'est-ce pas comment c'est marqué dans le passou? Hine Matov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. On a dit au début, on a commencé par cette question, par cette, on va dire cette interrogation. Sur quoi est fondé, sur quelle dimension, sur quel caractère est fondé le Mishkan? Vous savez sur quoi? Ici, on a deux frères, comme le passage qui dit
Deux frères parfaits, comme le passou qui dit Mi tencha ke achli yonek shedeimi. La Knesset Israël qui dit à pourvu que j'ai une fraternité parfaite, puisque la fraternité dans la Torah, qui nous est rajoutée dans la Torah, malheureusement, elle a toujours été compliquée, en commençant par Caïn et Hevel, ensuite Ishmaël avec Yitzhak Avinu, ensuite Esav avec Yaakov Avinu, et même les Shvatim, malheureusement, qui ont jalousé Yosef Hatzadik, qui se prétendait être droit, ils n'ont pas accepté. Les Bnei Israël ont demandé Mitencha ke achli, tu sais quelle fraternité je souhaite avoir avec toi? Je souhaite une fraternité comme Moshe et Aaron. Moshe et Aaron ont été les deux frères qui, malgré la difficulté, on va dire, de coexister, de cohabiter, d'accepter chacun le rôle de l'autre, il n'y a eu aucun malentendu. Aucun malentendu, mais non seulement aucun malentendu, mais comme nous avons dit pour Aaron Cohen, il était sa mère, il était heureux, il était fier pour Moshe Rabbeinu. Et pareil, comme on va compléter, Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a retiré quelque part ce titre de Kohen Gadol, alors qu'il y aurait de la Zakan, Zekan à Aaron, le Midrash nous dit, pourquoi c'est marqué 2 fois Zekan dans le Passouk? Il y aurait de la Zakan, Zekan à Aaron. C'est la barbe. Oui, mais c'est marqué Zekan, Zekan à Aaron. On sait bien que c'est Zekan. Pourquoi 2 fois? Parce que c'est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu a oint Aaron à Cohen et l'huile lui coulait sur la barbe, Moshe Rabbeinu avait le sentiment comme si c'était lui-même qui était oint. C'est ça, Veikro Elecha, cette fameuse huile qui est rapportée au début de la paracha, qui va servir pour oindre Aaron à Cohen. Il est essentiel, avant de détailler les vêtements du Kohen Gadol qui sont réservés à Aaron à Cohen. Alors là, on nous parle de l'huile qui va oindre Aaron à Cohen. Et là, la Torah nous précise et nous témoigne, bien sûr par allusion, lorsque Aaron à Cohen a été désigné, comme c'est marqué, Vata Akrev Elecha, à 2 reprises, que ce soit l'huile ou que ce soit quand il fallait désigner Aaron à Cohen, Moshe Rabbeinu était tellement proche et tellement fusionnel, si on peut dire, avec Aaron à Cohen, que lorsqu'il a oint Aaron à Cohen, c'est comme si lui-même, il sentait qu'il était oint, il avait aucun regret, on va dire, quelque part, ou aucune difficulté de loin de son frère. C'était une fraternité totale. Chacun est fier pour l'autre dans les 2 sens. Et Aaron pour Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu lui a pris sa place, et Moshe Rabbeinu quand Aaron a lui a pris sa place quelque part de Kohen Gadol. Et c'est ça, cette grande dimension. Et là, on peut, juste pour conclure, le Bet Hamikdash, le Mishkan, qui est fondé justement, bien sûr, par la Nedivut Lev, comme nous avons dit la semaine dernière, qui est la manière de participer à la création, à la réalisation de ce Mishkan. Il fallait une Nedivut Lev, il fallait que le cœur y soit. Mais particulièrement, les acteurs, on va dire, de cette réalisation, c'est ces 2 frères, Moshe et Aaron, Ine Matov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad. Le symbole du Mishkan, le symbole du Bet Hamikdash, c'est le symbole du Shalom. D'ailleurs, Yerushalayim s'appelle Yerushalayim parce que c'est Ir Shalem, c'est une ville de paix. Et le symbole du symbole, c'est le Bet Hamikdash, et dans lequel il y a le Mizbeach, dans lequel il y a une avoda grâce auquel nous méritons le Shalom entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais sur quoi sur quelle base est fondé le Mishkan, sur quelle base est fondé le Bet Hamikdash? Par une fraternité parfaite. C'est qui la fraternité parfaite? C'est justement Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu, où tous les deux n'ont pas jalousé l'un l'autre. Tous les deux, au contraire, ont été tellement fiers et contents, comme si que Aaron à Cohen, quand il a entendu la nomination de Moshe Rabbeinu, il était Sameach Belibo. Quand Moshe Rabbeinu, lui aussi, a oint Aaron à Cohen, alors il avait le sentiment que c'était lui-même, comme si qu'il faisait un avec Aaron à Cohen. C'est quelque chose, un chidouche extraordinaire. Alors, si on se pose la question, qu'est-ce que un des enseignements qu'on doit prendre de ces parachiotes-là qui détaillent en long et en large, comme nous avons dit déjà la semaine dernière, 4 parachiotes qui nous parlent de cette construction du Mishkan. Un des enseignements, c'est savoir que le Mishkan, la notion du Mishkan, c'est Hine Matov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad, Ketal Hermon, comme il y aurait de la Zakan, Zekan à Aaron. Quand Aaron a été désigné, c'est comme si Moshe Rabbeinu a été désigné. On doit développer en nous cette fraternité, encore une fois, parfaite. Et c'est grâce à ça, grâce à ce développement, où il y aura cette possibilité que soit les Ikaron, que notre nom soit toujours rappelé favorablement devant Akadosh Baruch Hu. Si nous avons le Shalom, alors Akadosh Baruch Hu aussi le fera Shalom Aleinu. Et comme nous savons, En Kli Marzik Bracha et la Shalom, Akadosh Baruch Hu peut donner toutes les brachot. S'il n'y a pas le Shalom, c'est l'image d'une personne qui va puiser de l'eau avec un objet, avec un ustensile qui est percé.
à quoi ça sert? Tu vas pas arriver à la maison que dans ton objet il restera rien du tout. C'est exactement ça la notion de shalom. Akadosh Baruch Hu donne une bracha, c'est pas à titre individuel. De même que la Torah, elle a été donnée pour tout le clan d'Israël, à 600 000 hommes, à 600 000 nefashot qui sont l'origine de toutes les neshamot qu'il y a aujourd'hui. Pareil, les brachot qu'Akadosh Baruch Hu nous bénit, il nous bénit en tant que peuple. C'est sûr que certains, il y a toujours la notion de tzaddik. Il y a le tzaddik Yesod Olam, et on sait bien que Moshe Rabbeinu, il équivaut les 600 000 hommes, les 600 000 neshamot du clan d'Israël, et c'est pour ça que la Torah lui a été donnée à Moshe, et ça s'appelle Torah de Moshe. Mais c'est exceptionnel. C'est sûr qu'il y a la notion de tzaddik Yesod Olam, où on sait Kol HaOlam Nizon Bishvil Chanina Beni, on sait que il y a des tzadikim qui ont des particularités où grâce à eux tout le monde tient, ça c'est vrai, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que nous devons ressentir que nous faisons partie d'un peuple, nous faisons partie d'une équipe, et c'est grâce à ça que Bezrat Hashem, on aura le Shefa, parce que si le bon Dieu va nous délivre, on va dire, son abondance pour qu'on soit complémentaire avec notre frère, et c'est seulement si on a cette conception des choses où on méritera la bracha et le kol touv. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché veroé, le simchat Yerushalayim, amen. Amen.